Le sujet est suffisamment complexe pour que le consensus scientifique reconnaisse qu'on ne comprend pas entièrement le mécanisme d'action de ces médicaments. Dès son plus jeune âge, Cooper Davis a été diagnostiqué avec un trouble du déficit de l'attention, TDAH, et s'est vu prescrire une faible dose de Ritaline. Si ce médicament a amélioré sa concentration, il a aussi provoqué des effets indésirables, conduisant à la prescription d'autres traitements pour les compenser. À 30 ans, Davis était sous 6 médicaments psychiatriques simultanément, un phénomène couramment désigné dans le domaine de la santé mentale sous le terme de cascade de prescription. Lorsqu'une personne ressent des symptômes de sevrage, elle reprend le médicament, convaincue que cela prouve qu'elle est toujours malade. Aujourd'hui, il est directeur exécutif de Inner Compass Initiative, où il s'attaque à la crise de la santé mentale aux États-Unis et aide les gens à faire des choix éclairés concernant les médicaments sur ordonnance, les diagnostics et le sevrage. L'expertise issue de l'expérience vécue est tout aussi valable et souvent bien plus utile que l'expertise clinique dans de nombreux cas. Voici American Thought Leaders, je suis Yann Yekelek. Cooper Davis, c'est un plaisir de vous accueillir dans American Thought Leaders. Je suis ravi d'être ici, merci. Depuis mon enfance, lorsque j'ai eu ma première expérience avec le système médical à la suite d'une opération majeure, j'ai observé une évolution significative de la médecine. À mes yeux, l'usage des médicaments s'est intensifié et il est devenu une réponse privilégiée à de nombreux problèmes. Un domaine que j'ai encore peu exploré est celui de la santé mentale. Alors, plongeons au cœur du sujet. Quand on parle de la culture de la pilule en santé mentale, on fait référence à cette idée selon laquelle, si quelqu'un a un problème relevant des troubles mentaux ou des maladies psychiatriques, la réponse automatique c'est de prendre un médicament. C'est profondément ancré dans la culture. On le voit dans les films, à la télé et partout autour de nous dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, environ 1 personne sur 12 est concernée. Et chez les enfants et les ados, c'est encore plus courant. Sauf que maintenant, on commence à prescrire des médicaments à des enfants de plus en plus jeunes. Et cette médicalisation devient complètement normalisée. Il y a tout un tas de facteurs qui nous poussent dans cette direction. Pourtant, malgré des années d'avertissement, y compris de la part des gens issus de l'industrie et des organismes de régulation, la tendance ne fait qu'augmenter. On pointe souvent du doigt les labos pharmaceutiques, mais ils ne sont pas les seuls en cause. Il y a aussi les organismes de réglementation, les médias, les médecins, les conseillers d'orientation, les thérapeutes, les travailleurs sociaux et bien sûr, les patients eux-mêmes, leurs parents, leurs familles. Tout le monde, à différents niveaux, joue un rôle dans ce que certains appellent un problème de surmédication. Alors, le mot surmédication me met un peu mal à l'aise, parce qu'il sous-entend qu'il y aurait une quantité idéale de médicaments. Et franchement, je ne suis pas sûr que ça fonctionne comme ça. Mais ce qui est clair, c'est que tout le monde sait qu'il y a un problème. Sauf que personne ne s'accorde sur la façon de le régler. Beaucoup comptent sur les grandes industries pour changer les choses, mais de mon point de vue, et avec mon expérience qui m'a mené à ce travail, je pense que le vrai changement ne viendra pas d'en haut. Si quelque chose doit bouger, ça doit partir des patients, des familles, des conseillers d'orientation, des travailleurs sociaux, avant de remonter plus haut. Attendre que ceux qui nous ont mis dans cette situation trouvent eux-mêmes la solution, ça me paraît, pour être honnête, assez absurde. En réalité, ce sont ceux qui prennent ces médicaments qui ont le plus d'intérêt à questionner tout ça et à initier un vrai changement. Vous dites que tout le monde s'accorde à dire qu'il y a un problème, mais quel est précisément le problème? Certaines personnes très intelligentes n'hésitent pas à dire que le vrai problème, ce n'est pas l'excès de médicaments, mais plutôt le manque. Selon elles, on fait face à une crise de santé mentale qui ne peut être résolue qu'en améliorant l'accès aux soins et la qualité des traitements en psychiatrie. Mais de plus en plus de voix s'élèvent pour dire que ces traitements ne fonctionnent pas, ou pire, qu'ils sont en réalité responsables d'une bonne partie des troubles que l'on qualifie aujourd'hui de maladies mentales.
Il y a plusieurs façons de nommer ce phénomène. Le terme clinique précis, c'est iatrogénie psychiatrique, mais il y a aussi des gens qui se définissent comme membres de la communauté des victimes de traitements prescrits. L'iatrogénie, c'est quand un traitement médical cause lui-même des dommages. Et c'est un vrai problème. Selon les sources, il est même qualifié de grave, voire très grave. Statistiquement, c'est l'une des principales causes de décès évitables, ce qui est franchement inquiétant. Cela dit, quand on regarde le volume colossal de soins médicaux consommés aujourd'hui, il est inévitable que tout ne soit pas parfait. Il y a des ratés, mais le vrai souci, c'est que le système de santé fonctionne sur un modèle qui pousse toujours à faire plus. Plus de traitements, plus de prescriptions. Mais pas forcément ce qui est réellement nécessaire. Ce qui l'emporte souvent, c'est ce qui est rentable, ce qui est rapide ou ce qui arrange le système, et tant pis pour les conséquences. Dites-moi rapidement, quelle est la prévalence de l'usage des médicaments psychiatriques dans ce pays aujourd'hui? D'après les chiffres du CDC, près d'un adulte sur 4, ou peut-être un peu moins, prend actuellement au moins un médicament psychotrope. Du côté des enfants, ils sont environ 6 millions, adolescents compris. Et la tendance est claire, on diagnostique et on médicamente des enfants de plus en plus jeunes, de plus en plus tôt. Cela semble être un chiffre énorme. Cela inclut des médicaments très courants jusqu'à des antipsychotiques. J'essaie de comprendre de quel type de médicaments nous parlons ici. D'abord, l'idée qu'un médicament puisse être simple est peut-être un mythe. Certains nous semblent familiers et complètement normalisés. Parmi les médicaments psychiatriques couramment prescrits, le seul que je considérerais comme relativement simple, ce serait un stimulant comme l'Adderall ou la Ritaline, utilisé pour le TDAH. Ce sont des traitements directs qui existent depuis longtemps et produisent, en principe, l'effet attendu. Mais leur mode d'action reste suffisamment complexe pour que même le consensus scientifique reconnaisse qu'on ne comprend pas totalement pourquoi ils fonctionnent. Et d'ailleurs, la question de savoir ce que signifie réellement fonctionner fait encore débat. Quand on passe aux antidépresseurs, anxiolytiques, antipsychotiques, stabilisateurs de l'humeur ou somnifères, on entre dans un tout autre univers. L'usage hors indication, off-label, est devenu de plus en plus courant. Par exemple, on voit de plus en plus de patients sous antidépresseurs depuis longtemps se voir prescrire des antipsychotiques, alors qu'ils ne remplissent pas les critères diagnostiques qui justifieraient normalement leur utilisation. Pourquoi? Parce que lorsqu'un patient ne ressent pas l'effet thérapeutique attendu, les médecins ajoutent un autre médicament, souvent en raison d'une tolérance accrue au traitement initial. Ou bien on lui diagnostique une dépression résistante au traitement, ce qui pousse à tester diverses combinaisons de médicaments. Ces termes sont omniprésents en psychiatrie, mais quand on y regarde de plus près, ils deviennent flous et inconsistants. Prenons la dépression résistante au traitement. J'ai moi-même été diagnostiqué, à un moment donné, avec un trouble déficitaire de l'attention résistant au traitement. En gros, ça voulait dire qu'aucun médicament ne suffisait. L'idée sous-jacente, c'était que ma maladie était si sévère que je résistais au traitement qui, pourtant, fonctionnait chez d'autres. C'est une logique assez particulière. Si le médicament ne fonctionne pas comme prévu, ce n'est pas lui le problème, c'est le patient. Il y aurait chez lui quelque chose d'inhabituel qui le rend incompatible avec un traitement efficace pour les autres. C'est assez révélateur du modèle psychiatrique actuel qui sous-tend le marché de la santé mentale. C'est une vision strictement biologique de la souffrance humaine. Alors, racontez-moi votre histoire. Comment en êtes-vous arrivé là?
Quand j'étais au CP en 1991, c'était l'époque où la Ritaline faisait la une du Time Magazine et où tout le monde parlait du TDAH. Lors d'une réunion parents-professeurs, mon institutrice a dit à mes parents « Je pense que Cooper a un trouble de l'attention et qu'il bénéficierait d'un traitement ». C'était une enseignante d'une petite école rurale, probablement une bonne prof avec de l'expérience, qui avait sûrement lu cet article du Time. Elle a expliqué que plusieurs garçons de ma classe prenaient déjà de la Ritaline et a, en gros, recommandé ce traitement. Aujourd'hui, on serait choqué qu'un enseignant se permette une telle liberté. Mais à l'époque, mes parents étaient déjà horrifiés. Ils étaient vraiment réfléchis. Mes parents sont formidables. Ils ont pris le temps d'y réfléchir et ont décidé, oui, il semble correspondre aux critères du TDAH, mais il est hors de question de le mettre sous médicament. Du coup, j'ai grandi en me disant que j'avais probablement ce truc qu'on appelait le TDAH, une façon un peu différente dont mon cerveau fonctionnait, qui rendait certaines choses plus compliquées. Réussir à l'école, accomplir certaines tâches, me forcer à faire ce qui ne m'intéressait pas. Mes parents m'ont toujours dit, à 18 ans, tu pourras décider toi-même si tu veux essayer ces médicaments ou non. Finalement, à 17 ans, j'ai pris cette décision seule avec mon médecin de famille. Je lui ai dit, Doc, beaucoup de gens m'ont dit que j'avais sûrement un TDAH, je veux essayer les médicaments. Ce médecin, un vieux monsieur adorable de 80 ans qui exerçait encore, a passé un coup de fil à un ami, probablement un psychiatre du même âge. J'ai un jeune ici qui me dit ceci et cela, qu'est-ce que tu en penses? Réponse, 10 mg. Et voilà comment ma carrière de patient psychiatrique a commencé. J'ai démarré avec 5 mg de Ritaline le matin avant l'école, puis une dose de rappel après le déjeuner. Et est-ce que ça a aidé? Du jour au lendemain, je suis passé d'élève moyen à élève brillant. Toute ma vie, mes bulletins scolaires disaient « Ne travaillez pas malgré son potentiel, sous-performe, distrait, turbulent ». Le profil classique d'un enfant hyperactif. Je passais mon temps à rêvasser, j'avais une aversion totale pour les tâches à accomplir, sauf si elles me passionnaient. C'était comme une force invisible qui me détournait de mon travail. Parfois, je me forçais à écrire un simple email et j'avais l'impression que ça prenait une éternité. Jusqu'à ce que je réalise que j'avais carrément arrêté de respirer en essayant de me concentrer. L'ennui était presque douloureux pour moi. Ce que le médicament a fait, c'est qu'il a supprimé cette sensation. Tout ce sur quoi je décidais de me concentrer devenait captivant. Tout me semblait intéressant. Une fois que j'ai pu canaliser cette attention, j'ai commencé à prendre plaisir à faire ce qu'il fallait pour réussir à l'école. Du jour au lendemain, je suis passé du statut d'élève problématique à celui de modèle, celui que les profs citaient en exemple. Ressentir ça pour la première fois au lycée a été une révélation. C'était grisant et ça m'a convaincu d'une chose. Si un médicament pouvait transformer mon fonctionnement aussi radicalement, alors mon problème était forcément d'ordre chimique. Comment aurait-il pu en être autrement? Pourquoi aurais-je cherché à comprendre s'il existait une autre explication? Pour moi, c'était simple, problème résolu. J'étais enfin celui que j'étais censé être. Le monde pouvait enfin voir ce que j'avais à offrir. Et pourtant, je ne prenais même pas une dose élevée. Mais dès le début, j'ai remarqué d'autres changements. Un exemple, lors de la prescription, comme beaucoup l'ont sûrement vécu, mon médecin m'avait prévenu. Tu pourrais avoir la bouche sèche, des troubles du sommeil, une baisse d'appétit. Le consentement éclairé, c'est obligatoire. On vous informe des effets secondaires les plus courants. Mais ce que mon médecin ne pouvait pas me dire, parce qu'il n'existe aucune étude là-dessus, c'est ce que j'aurais compris très vite en discutant avec quelqu'un qui avait pris le même médicament au même âge, avec un profil similaire au mien. Le médicament est très actif pendant 2 à 3 heures après la prise. On prend une dose le matin, une autre à midi. Mais vers 15, 16 ou 17 heures, quand la journée de cours est terminée et qu'il est temps de voir ses amis, l'effet commence à s'estomper. C'est là qu'arrive ce qu'on appelle le crash. C'est une sorte d'inversion des effets du médicament. On devient moins sociable, plus renfermé, irritable, parfois anxieux.
Et cette version de moi, c'était celle qui se présentait dans toutes mes interactions sociales. À long terme, ça a influencé le type d'amis que j'ai eu au lycée et à l'université. Or, le choix des amis, ça joue un rôle énorme dans la trajectoire d'une vie. Ce qui m'est arrivé ne se serait jamais passé de la même façon si je n'avais pas pris ce médicament. Mais ça, ce n'est pas un sujet dont on parle chez le médecin, parce que c'est difficile à mesurer. Il n'existe pas d'études qui quantifient ça, qui en fassent une preuve scientifique, qui le reconnaissent comme un risque réel. Je prends cet exemple très précis parce qu'il illustre bien le vrai problème avec ces médicaments. Ils ont des effets directs, mais aussi des effets indirects. Le terme effet secondaire, c'est du marketing. En réalité, tous les effets sont primaires. Il y a l'effet recherché et tout le reste, que l'on considère généralement comme des effets secondaires. Lorsqu'un médicament est prescrit, l'objectif est d'entretenir cet effet voulu en minimisant les effets indésirables. Mais certains de ces effets indésirables ne se révèlent qu'après plusieurs années. Si on veut vraiment changer les choses, la question clé est comment élargir la base de connaissances sur laquelle on se repose pour décider de commencer, continuer ou arrêter ces médicaments. Comment aller au-delà de l'expertise traditionnelle, celle des études cliniques, du monde académique et de la formation des prescripteurs, pour inclure l'expérience réelle de ceux qui ont vécu ces traitements de l'intérieur. Comment permettre à chacun d'accéder à ces savoirs et d'intégrer cette perspective dans ses propres choix? Cela nous amène bien sûr à votre Inner Compass Initiative, mais avant d'en parler, si l'on prend un peu de recul, on pourrait se dire, vous avez pris ce médicament, il vous a aidé à mieux apprendre, à mieux réussir. Certes, peut-être que vous n'avez pas eu les amis que vous vouliez, mais certains diraient que c'est un problème de pays riches. Je plaisante bien sûr, mais au final, ce traitement a changé votre vie de manière très positive. Où est le problème? The issue revealed itself over time. You wouldn't think necessarily that a drug at a minimum. Le problème ne s'est pas manifesté tout de suite. Quand on prend un médicament à faible dose, on ne s'attend pas à ce qu'il ait des effets cachés à long terme. Pourtant, quand on ingère un médicament psychoactif tous les jours, on modifie forcément les niveaux de certains neurotransmetteurs dans le cerveau. Et le cerveau, lui, cherche en permanence à retrouver son équilibre naturel. Avec le temps, ça crée un phénomène qu'on appelle la tolérance. Peu importe qu'il s'agisse d'héroïne, d'antidépresseurs ou d'autres substances, le mécanisme est le même. À mesure qu'on s'y habitue, l'effet recherché diminue. Par contre, les effets secondaires, eux, ne disparaissent pas toujours. Parfois ils s'estompent, parfois non. Prenez la suppression de l'appétit causée par les stimulants. Chez certaines personnes, elle reste permanente. Chacun réagit différemment. Au fil des années, en prenant mon médicament chaque jour, mon cerveau s'est adapté. Petit à petit, j'ai commencé à me sentir plus anxieux. Mon sommeil s'est détérioré. À l'époque, je voyais déjà un psychiatre chaque mois pour renouveler mon ordonnance. Lors de nos rendez-vous, il me demandait comment j'allais. Et puis un jour, j'ai fini par dire « Je dors mal, je me sens stressé à cause de ceci, de cela ». Il a remarqué que ça commençait à affecter mes relations et mes études et m'a proposé d'essayer autre chose. Et c'est ainsi que j'ai reçu ma deuxième prescription, un benzodiazépine, Lativan. Comme les stimulants ont tendance à rendre nerveux en fin de journée, ce médicament m'a été prescrit pour compenser cet effet et m'aider à me détendre. Les benzodiazépines, c'est toute une famille de médicaments, avec des noms bien connus comme le Valium ou le Xanax. Moi, j'ai commencé avec Lativan. Dès lors, j'avais un médicament pour m'accélérer et un autre pour me ralentir. On m'a prescrit Lativan au besoin, sans dépasser 2 comprimés par jour. Je pouvais l'utiliser quand je sentais que j'en avais besoin. Très vite, je me suis mis à planifier. J'ai un événement important dans 1 heure, j'ai un devoir à rendre. Je jonglais avec ces 2 leviers pour ajuster mon état mental selon les exigences de mon environnement. Et franchement, sur le plan académique, ça a été une aide énorme. Grâce à ces médicaments, j'ai obtenu des notes que je n'aurais probablement jamais eues autrement. Ils m'ont ouvert les portes de l'université de mon choix et de la carrière que je voulais. Avec ces traitements, j'avais l'impression d'avoir des super pouvoirs. Je pouvais atténuer les aspects de ma personnalité qui me freinaient et amplifier ceux qui me servaient.
Mais encore une fois, la tolérance augmente avec le temps et les effets secondaires deviennent bien réels. Jouer en permanence entre stimulation et apaisement finit par affecter profondément la psyché, la biochimie, l'appétit et même le système de régulation naturelle du corps. J'éteignais systématiquement les signaux que mon propre corps m'envoyait. Puis, peu à peu, j'ai commencé à me sentir triste, à ne plus aller bien. C'est là que les antidépresseurs sont entrés en jeu. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai basculé dans ce qu'on appelle la cascade de prescription, un phénomène très courant avec les antidépresseurs. Les dosages changent, les stimulants évoluent, les benzodiazépines sont remplacés. Certains médecins ne voulaient pas que je prenne des benzodiazépines et m'ont mis sous gabapentinoïdes, censés être moins addictifs. Le sommeil devenait un problème, on ajoutait un somnifère. Après tout, j'étais déjà chez le médecin, déjà à la pharmacie, avec l'assurance, tout ça ne coûtait presque rien. À 30 ans, je prenais en permanence 5 ou 6 médicaments psychiatriques différents. Mais j'étais devenu instable, imprévisible, totalement dépendant de ces traitements pour tenir la vie que j'avais construite grâce à eux. Que ce soit vrai ou non, j'étais persuadé que ces médicaments ne m'avaient pas seulement aidé à réussir, mais qu'ils étaient devenus indispensables pour continuer à avancer. Sans eux, j'avais l'impression que je ne pourrais plus faire face. Le problème, c'est que tout le monde voyait bien que ces médicaments ne m'aidaient plus, moi y compris. Je n'allais pas bien. Et pourtant, j'étais convaincu que sans eux, je perdrais tout ce que j'avais construit, que je perdrais même mon identité d'adulte dans ce monde. Entre 17 et 30 ans, on est censé trouver sa place dans la société. Pour moi, tout reposait entièrement sur ces leviers que je pouvais actionner à volonté. Alors, j'ai fini par tout arrêter. Mais il y a forcément eu une crise, à un moment où vous avez compris que vous ne pouviez plus continuer comme ça. Il doit y avoir eu un déclencheur. Il y a eu beaucoup de crises. J'ai perdu des emplois, des relations, j'ai pris de mauvaises décisions sur les endroits où vivre, j'ai lancé des projets que je n'ai jamais pu mener à bout, j'étais désorganisé. Il y a eu des moments vraiment difficiles en cours de route. Mais s'il y a un événement qui a tout déclenché, c'est quand ma petite amie de l'époque est tombée enceinte. À cet instant précis, et je pense que beaucoup comprendront ce que je veux dire, j'ai eu comme un électrochoc. J'ai pris du recul, je me suis vu de l'extérieur et j'ai réalisé que j'allais bientôt être responsable d'un autre être humain. Et dans l'état où j'étais, c'était impossible. À ce moment-là, j'étais incapable de m'occuper d'un poisson rouge, alors un enfant. J'ai alors dû faire face à une décision que je savais inévitable depuis longtemps. Pourtant, chaque fois que j'avais mentionné à mes prescripteurs, et j'en ai eu plusieurs, parce que j'ai beaucoup déménagé et changé de boulot, que je voulais voir qui j'étais sans ces médicaments, j'ai senti de la réticence. Ils n'étaient pas enthousiastes à l'idée de m'accompagner là-dedans. Ils ne me donnaient pas de vraies indications sur la façon de m'y prendre. Avec le recul, je comprends pourquoi ils hésitaient, mais sur le moment, j'ai surtout réalisé que je n'avais plus rien à perdre. Tout ce que je pensais devoir préserver en restant sous traitement avait déjà disparu. C'est comme ça qu'a commencé un nouveau chapitre de ma vie. Et c'est ce chemin qui m'a finalement conduit au travail que nous faisons aujourd'hui avec Inner Compass Initiative. Dites-moi plus à ce sujet. Nous avons eu un aperçu, mais vous avez développé toute une structure autour de cela. What Inner Compass Initiative, it was founded in 2017 and fundamentally, its mission statement. Oui, Inner Compass Initiative a été fondée en 2017 avec une mission simple, aider les gens à faire des choix plus éclairés sur les médicaments psychotropes, les diagnostics et surtout le sevrage. Et quand je parle de sevrage, je parle du processus d'arrêt de ces médicaments qui, soit dit en passant, ne sont officiellement approuvés pour un usage à long terme par aucune autorité de régulation. Quand la FDA approuve un médicament psychotrope, les études sur lesquelles repose cette approbation durent généralement entre 6 et 8 semaines. Pourtant,
En pratique, très peu de patients prennent ces traitements pour une durée aussi courte. La plupart les prennent pendant des années, voire des décennies. Et une fois qu'on commence, il est très difficile d'arrêter complètement. On peut changer de molécule, réduire la dose, ajuster le traitement, mais un arrêt total, c'est rare. L'une des raisons, c'est qu'une fois qu'on arrête un médicament auquel le cerveau s'est habitué, il doit réajuster sa production de neurotransmetteurs. Est-ce qu'on avait un déséquilibre chimique au départ? C'est une question en soi car il n'existe aucun test capable de le mesurer. Mais une fois sous traitement, le cerveau s'adapte. Il augmente ou réduit la production de certains neurotransmetteurs pour compenser la présence du médicament. Du coup, lorsqu'on arrête, on se retrouve avec un véritable déséquilibre chimique. D'où la nécessité de réduire la dose progressivement, très lentement, pour laisser au cerveau le temps de s'adapter. Plus on a pris le médicament longtemps, plus le processus doit être étalé pour éviter les symptômes de sevrage. Et ces symptômes ressemblent souvent à l'inverse de l'effet du médicament. Par exemple, arrêter un antidépresseur peut entraîner une dépression qui coche exactement toutes les cases du DSM, le manuel que les prescripteurs utilisent pour poser un diagnostic et déterminer quel médicament donner. Le problème, c'est que, faute d'études approfondies sur le sevrage, la plupart des gens arrêtent trop vite. Quand ils ressentent des symptômes de sevrage, eux et leurs médecins les interprètent souvent comme une preuve que la maladie est toujours là, voire qu'un nouveau trouble est apparu. Certains patients remplissent alors les critères d'un autre diagnostic. Et comme la polypharmacie, le fait d'être sous plusieurs médicaments en même temps, est devenu la norme plutôt que l'exception, démêler tout ça devient un vrai casse-tête. Est-ce un symptôme de sevrage? Un effet secondaire d'un autre médicament qui devient plus visible après l'arrêt du premier? Difficile à dire. On peut entrer dans des discussions très techniques, mais au final, ce qui compte, c'est que ça ne fait pas du bien. Et malgré ces symptômes, la vie continue, les obligations, le travail, la famille. Résultat, la plupart des gens, face à ces difficultés, finissent par reprendre leur traitement, convaincus qu'ils sont toujours malades et qu'ils ne peuvent pas s'en passer. La petite voix qui disait « peut-être devrais-je arrêter » finit par être complètement étouffée, ce qui est parfaitement compréhensible. Nous, on pense que se concentrer sur le sevrage est essentiel. Tant que les prescripteurs et les organismes de recherche ne prennent pas ce sujet plus au sérieux. En attendant, la seule véritable source d'information, c'est l'expérience des personnes qui ont réussi à arrêter ces traitements. L'un des grands avantages d'Internet, c'est justement cette possibilité de partager ces expériences. Dès le début, Inner Compass Initiative a voulu garantir un accès clair et complet aux informations. Ce que ces médicaments font réellement, ce qu'ils ne font pas, ce que les études à long terme montrent et surtout ce qui aide concrètement ceux qui veulent arrêter. Parce que ces infos, elles sont presque impossibles à trouver ailleurs. Il existe bien des forums où les gens discutent de ces sujets en détail, comme pour n'importe quelle sous-culture sur Internet. Mais cet accès direct aux témoignages est crucial pour ceux qui veulent comprendre ce qu'ils traversent. On a donc décidé de se tourner vers la communauté des patients suivis en psychiatrie et des personnes sous traitement pour recueillir la sagesse collective qu'ils avaient accumulée. Puis, on a croisé des connaissances avec les données officielles, les documents de la FDA, les informations des fabricants de médicaments, les fiches techniques qui accompagnent chaque ordonnance, ces notices que presque tout le monde jette sans les lire, car elles sont souvent incompréhensibles. On a pris tout ça et on l'a rendu accessible, clair, lisible. L'idée, c'était que chacun puisse rapidement trouver l'information dont il a besoin. Mais on ne voulait pas juste proposer de la documentation. On voulait aussi permettre aux gens d'échanger, de se soutenir, de se connecter entre eux. On a donc créé des ressources pratiques, des mini-guides sur chaque classe de médicaments, un guide détaillé pour accompagner le sevrage en s'appuyant sur les principes de réduction des risques et surtout des plateformes de connexion. Ces plateformes permettent aux utilisateurs de renseigner leur parcours, quels médicaments ils prennent ou ont pris, ceux dont ils se sont sevrés, où ils vivent, etc. Ça leur permet d'entrer en contact de manière anonyme avec d'autres personnes vivant des expériences similaires.
Et en filtrant par zone géographique, ils peuvent même trouver du soutien dans le monde réel. C'est ce que notre organisation fait depuis 2017. Ça fait 7 ans et on a énormément appris en chemin. Par ailleurs, les discussions autour de la santé mentale ont beaucoup évolué. Quelles seraient, selon vous, les 1 ou 2 leçons les plus importantes que vous avez apprises? La leçon la plus importante qu'on a tirée et qui guide la prochaine phase de notre travail avec une mission élargie cette année, c'est que beaucoup de gens passent leur temps à dénoncer le manque de preuves sur la sécurité et l'efficacité de nombreux médicaments psychotropes, alors qu'ils sont prescrits à une grande partie de la population. Aujourd'hui, il est incroyablement facile de remplir les critères du DSM en entrant dans le cabinet d'un psychiatre. Toutes ces informations existent. Mais la réalité, c'est que la plupart des gens ne s'y intéressent que lorsque quelque chose tourne mal. Autrement dit, ils ne se posent des questions que lorsque leur ignorance leur cause du tort. On le voit particulièrement avec le sevrage. Beaucoup arrêtent brutalement leur traitement ou leur médecin leur fait réduire sur 1 ou 2 mois alors qu'ils prenaient ces médicaments depuis 15 ans. Résultat, leur vie devient chaotique, ils finissent par se dire « je suis vraiment fou ». Mais non, ils ne sont pas fous. Ils sont en détresse parce que leur cerveau subit un choc brutal. C'est un sevrage trop rapide, un traumatisme neurologique. L'information est là, accessible. Pourtant, les prescriptions et les prescriptions inutiles continuent d'augmenter. La plus grande leçon que nous avons apprise, c'est que si les choses doivent changer, ce n'est pas le débat scientifique qui va tout faire basculer. Le changement ne repose pas sur des faits, ni sur une analyse froide des tendances et des résultats, ni même sur une grande réflexion autour du discours dominant sur la santé mentale dans ce pays. Le véritable changement se joue au niveau des histoires individuelles, dans la sphère culturelle. C'est là qu'on prend conscience à quel point cette approche très spécifique de la souffrance humaine est, dans bien des cas, totalement arbitraire, voire absurde. Prenons un exemple. Une adolescente de 16 ans vient de vivre une rupture amoureuse. Elle est bouleversée, elle dit qu'elle veut mourir. Et l'idée qu'à ce moment précis, la personne la mieux placée pour l'aider soit un psychiatre de 65 ans, diplômé de l'université de Tufts, censé évaluer objectivement ce dont elle a besoin, c'est au minimum discutable. Et pourtant, dans le discours dominant, il serait risqué de se reposer sur une autre expertise que celle d'un médecin. Ce sont des situations complexes, et les réduire à des problèmes médicaux n'a aucun sens. Pourtant, c'est devenu la norme. Ce que traverse cette jeune fille est profondément humain. C'est juste ça, être adolescent. Mais dès qu'elle dit « je veux mourir, je veux me suicider », elle déclenche un protocole. Et selon qui entend ces mots, un adulte tenu de signaler ce type de propos, par exemple, une série de mesures peut être mise en place qui, parfois, sont plus traumatisantes encore que la rupture elle-même. Du jour au lendemain, elle n'est plus juste une adolescente en détresse. Elle devient une menace pour elle-même, voire pour les autres. Elle entre dans une catégorie où ses droits peuvent être suspendus. Et tout ça repose sur une idée que son état est un problème médical qui nécessite une expertise médicale. Mais le plus absurde, c'est de croire que cette approche va l'aider à devenir une personne résiliente, capable de surmonter les épreuves de la vie. Seulement, si on peut transformer sa détresse en diagnostic, et son diagnostic en une prescription remboursable par les assurances, alors oui, forcément, ça devient un problème médical. Pour conclure, comment votre initiative aide-t-elle concrètement les personnes dans cette situation? Est-ce simplement en leur montrant qu'elles ne sont pas seules, que d'autres ont vécu la même chose et voici comment elles s'en sont sorties? Cela les met-il en contact avec des personnes qui sont déjà passées par là? Nous avons plusieurs approches, mais l'essentiel, c'est d'amener les gens à s'intéresser à ces questions et à les aborder avec bon sens. Tout le monde traverse des difficultés, certaines plus graves que d'autres, et chaque personne possède une expérience de vie qui, même si elle est anecdotique, constitue une source précieuse d'informations. Quand on entend quelqu'un raconter comment il a surmonté une épreuve similaire à la nôtre, il y a quelque chose dans ce témoignage qu'aucune autre source ne peut vraiment apporter. Ce sont le bon sens, la compassion, l'attention et la connexion humaine qui font la différence.
Et c'est précisément ce qui manque dans le système de santé mentale actuel. Tout y est transactionnel, structuré par des protocoles rigides et des cadres institutionnels, ce qui éloigne souvent les individus du véritable soutien humain dont ils auraient besoin. Cela complique l'impact du lien humain et de l'identification, alors que ce sont des éléments essentiels du processus de guérison. Notre organisation, à but non lucratif, repose sur deux axes principaux. D'abord, sensibiliser à l'importance de l'expérience vécue, faire comprendre que la sagesse tirée de son propre parcours est une forme d'expertise aussi valable et souvent plus utile que l'expertise clinique. C'est un enjeu de communication sur lequel nous travaillons activement. Cette année, nous allons lancer plusieurs initiatives pour encourager les gens à partager leur vécu et ce qu'ils ont appris. L'un de ces projets, c'est la Stories Library. Nous avons collaboré avec l'université McGill au Canada, notamment avec leur département d'anthropologie. Ils ont analysé certaines de nos bases de données et nous ont aidés à réaliser une étude qualitative des témoignages que nous avons reçus au fil des ans à travers nos autres programmes. À partir de ce travail, nous avons conçu un formulaire très simple, aussi facile à remplir qu'une inscription sur Facebook. L'objectif est de recueillir des informations sur trois aspects clés: ce qui se passait dans votre vie avant d'entrer dans le secteur psychiatrique, votre expérience une fois à l'intérieur et, si vous en êtes sorti, comment ce processus s'est déroulé. L'idée, c'est de documenter ces parcours de manière accessible. Cette bibliothèque fonctionnera comme une base de données consultable et notre but est d'utiliser ces témoignages pour mieux informer et sensibiliser. Plutôt que de publier des messages classiques sur nos réseaux sociaux du type « Saviez-vous que ces médicaments ne sont étudiés que pendant 6 à 8 semaines? Apprenez-en plus sur notre site », nous voulons mettre en avant des extraits de témoignages réels avec l'accord des personnes concernées et simplement les partager. L'idée, c'est d'être un relais pour cette sagesse collective et cette expertise vécue en valorisant l'expérience et la compassion que nous avons les uns pour les autres. Je pense que la Stories Library est un bon moyen d'y parvenir. Une autre approche, c'est d'organiser des entretiens plus longs, comme celui-ci, où l'on donne aux gens la possibilité d'approfondir leur vécu, mais sans passer par le langage standardisé de la santé mentale, qui a souvent tendance à gommer les nuances de l'expérience individuelle. Prenez un mot comme anxiété. Tout le monde comprend de quoi il s'agit, mais en réalité, ce mot recouvre des réalités très différentes d'une personne à l'autre. Nous cherchons donc à encourager les gens à partager leur histoire avec leurs propres mots, sans jargon clinique, sans passer par le prisme du diagnostic. Tous les membres de notre équipe ont eux-mêmes vécu la prise ou l'arrêt de ces médicaments. Et nous avons tous constaté qu'en partageant nos histoires publiquement, les réactions ne se font pas attendre. Des gens nous écrivent, certains iraient presque jusqu'à ramper sur du verre brisé juste pour nous dire « Ce que vous avez écrit, c'est la première fois que je me reconnais vraiment. Grâce à votre témoignage, j'ai enfin les mots pour décrire ce que j'ai vécu. » Et à cela, je réponds toujours « Je suis ravi de l'entendre. Maintenant, racontez votre propre histoire et partagez-la autant que possible. » Parce que je pense que ça a un véritable potentiel. Regardez le mouvement MeToo. C'est un mouvement social moderne, viral, né sur Internet. Quand une personne prend la parole et partage ce qu'elle n'avait jusque-là ni le courage, ni les mots, ni l'espace pour l'exprimer, d'autres s'identifient et osent parler à leur tour. Moi aussi, j'ai vécu cela. Jusqu'à présent, beaucoup de personnes n'avaient comme seule référence le langage clinique et le discours dominant sur la santé mentale. Ma vie était chaotique, puis j'ai accepté mon diagnostic, j'ai trouvé le bon cocktail de médicaments et maintenant je gère ma maladie et je mène une vie productive. C'est le mode narratif standard de la psychiatrie actuelle. Pour certaines personnes, ce modèle fonctionne très bien, mais pour tant d'autres, ce n'est pas le cas. Et lorsqu'elles constatent que ça ne marche pas pour elles, elles le vivent comme un échec personnel, un peu comme dans le concept de résistance au traitement. Comme si les plus grands scientifiques du monde avaient percé les mystères de l'esprit et de l'âme à travers ce qu'on appelle le traitement des maladies mentales. Si ça ne fonctionne pas pour moi, c'est parce que je suis trop malade, non ? Ou peut-être que ça ne fonctionne pas tout simplement parce que ce système n'a jamais été conçu pour fonctionner pour moi. En fait, ce système a été conçu pour servir des industries, des partenaires, des intérêts économiques qui se partagent des milliards de dollars.
Ce n'est pas un système pensé pour le bien-être des individus qui, souvent, n'ont nulle part ailleurs où se tourner. C'est ce que nous voulons changer. À ceux qui nous disent que c'est utopique ou irréaliste, je répondrai avec un exemple simple. Regardez le succès des Alcooliques Anonymes. C'est une organisation entre pairs, mais aussi un véritable mouvement. Elle a transformé notre compréhension de l'addiction. Elle est non hiérarchique, décentralisée, sans figure d'autorité. N'importe qui peut lancer un groupe où qu'il se trouve. Et il n'y a aucune raison pour que ce type de soutien n'existe pas pour un public plus large, pas seulement pour ceux qui souffrent d'addiction. Je ne parle pas forcément du modèle des 12 étapes en particulier, mais d'un modèle similaire où l'expérience personnelle devient la base d'un échange local entre voisins. Si une personne sur 4 prend actuellement un médicament psychiatrique, on pourrait sans doute remplir plusieurs salles dans la plupart des villes des États-Unis. Et notre organisation est bien placée pour développer ce modèle, justement parce que nous avons tous une expérience vécue de ces traitements. Nous avons une crédibilité auprès des personnes concernées que les acteurs traditionnels, les ONG financées par l'industrie pharmaceutique, les organismes publics, les agences fédérales, n'ont pas. Nous avons la capacité de créer un mouvement populaire, sans idéologie, simplement basé sur ce qui fonctionne réellement pour résoudre un problème. Et tout ce qui peut apporter une solution concrète a une vraie chance de prendre de l'ampleur. C'est nécessaire, nous sommes en pleine crise de la santé mentale, alors que les traitements psychotropes n'ont jamais été aussi répandus. Il y a donc deux possibilités. Soit ces traitements aggravent la crise, soit ils n'ont aucun effet réel pour la ralentir. Dans les deux cas, une chose est claire, il faut chercher ailleurs. Et où mieux chercher que du côté de ceux qui ont déjà traversé cette expérience. Cooper Davis, c'était un vrai plaisir de vous recevoir dans l'émission. Merci beaucoup Yann, j'apprécie vraiment cette opportunité. C'était un excellent échange. Merci à vous tous d'avoir suivi cet épisode de American Thought Leaders.